Dans le neuf, tu as des choses qui n'existent pas dans l'ancien. Ouais. C'est-à-dire, comme tu me disais, des rooftops. C'est-à-dire d'avoir des terrasses de 50 mètres carrés. Aujourd'hui, pour avoir une terrasse de 50 mètres carrés dans un appartement dans l'ancien, accroche-toi. Comment on fait pour faire une affaire déjà à l'achat dans le neuf? Déjà, il faut regarder, la première des choses, c'est de regarder sur un bien similaire dans l'ancien, Ouais. combien ça coûte. Ok. Quel est le marché, le prix moyen du marché sur une ville. Si ton bien dans le neuf, il est à 5 000 € du mètre et que dans l'ancien, tu es à 2 500 € sur un secteur équivalent, tu as bien compris que ton bien dans le neuf, tu le surpayais, qu'il est trop cher. Tous les gens qui ont dit il n'y a pas de plus-value dans le neuf, c'est des bêtises. Je veux dire, quelqu'un qui a acheté à Clichy dans le neuf en 2014, là, ça se revend 6 000 du mètre, il l'a acheté peut-être 4 000 du mètre dans le neuf, alors tu vas me dire, oui, dans l'ancien, il l'aura acheté 3 000. Ouais, peut-être, mais en tout cas, il y a des plus-values qui sont réalisables dans le neuf. Et dans l'ancien, peut-être qu'il aurait eu des travaux de copro dans tous les sens, etc., qu'on fait qu'au finalement, au bout du compte, ça lui aurait coûté plus cher son bien. Mais il y a des plus-values qui se font dans le neuf aussi. Hello Émeric, Hello Delphine. comment on se retrouve? Ben oui, Nouvel épisode et aujourd'hui on va parler vraiment spécifiquement d'immobilier neuf. oui. C'était déjà le cas dans le premier épisode ensemble. C'était moins le cas dans l'épisode précédent qu'on a fait ensemble. Et là, on va vraiment parler d'immobilier neuf. Oui. Alors, d'entrée de jeu, c'est vrai que, et encore plus parce que j'ai un profil investisseur, mais l'immobilier neuf n'a pas bonne presse auprès des investisseurs parce que acheter dans le neuf, c'est acheter cher. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à déconstruire ce raisonnement qui est, somme toute, assez basique et simpliste, trop peut-être. Mais en tout cas, j'ai découvert notamment à tes côtés qu'il y avait probablement une bonne façon d'investir dans le neuf, en tout cas que ça pouvait rapporter. Bien sûr. Et c'est un peu l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est dans quelles conditions. Parce que du coup, j'imagine qu'il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon immobilier neuf et le mauvais immobilier neuf. C'est ça. Et tu veux savoir à quoi on le reconnaît. Exactement. Bon. Enchaînons. Je pars pas sur le sketch parce que j'aurais pu te faire le sketch. Un bon bien immobilier, c'est ça. Et bon, c'est ça, mais c'est un bon bien. Voilà, en termes de prix, comment on fait pour bien acheter dans le neuf? Comment on fait pour faire une affaire déjà à l'achat dans le neuf? Alors, faire une affaire en achetant dans le neuf, déjà, il faut regarder, la première des choses, c'est de regarder sur un bien similaire dans l'ancien, combien ça coûte. Okay. Quel est le marché, le prix moyen du marché sur une ville. Si ton bien dans le neuf, il est à 5 000 € du mètre et que dans l'ancien, tu es à 2 500 € sur un secteur équivalent, tu as bien compris que ton bien dans le neuf, tu le surpayais, qu'il est trop cher. Donc, il y a déjà un travail, effectivement, de comparaison des prix. C'est la première des choses. Oui, mais je t'arrête. Vas-y. C'est facile de connaître le prix du neuf. Oui. Mais à quoi on le compare? Parce que le prix dans l'ancien, il n'est pas si facile que ça à déterminer. Bien sûr que non. Parce qu'il dépend de l'état de ton bien. Ben oui. On peut aller sur meilleurs agents, prix mètre carré et taper la ville. Je suis d'accord. Très bien, j'y vais tout le temps. Qui sont les prix au mètre carré, net vendeur, on le rappelle toujours. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des travaux qu'il y a eu dedans. Et on ne parle pas des frais d'agence qui ont pu être payés. C'est pour ça que ça donne une fourchette. Oui. Et que ces fourchettes, elles vont du simple au double quand c'est plutôt bien. Oui. Des fois, du simple au quadruple. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il n'empêche qu'il y a un prix de marché des transactions quand même qui est acté. Donc effectivement, dans l'ensemble, dans la globalité, évidemment, il y a eu des ruines qui sont vendues à 2000, à 1500 € du mètre carré. Et puis, il y a des trucs super haut de gamme qui sont vendus à 4000 € sur la ville, mais tu as un prix moyen à 2005, on va dire. Bon, le neuf, s'il est vraiment le double, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le marché de la transaction, même si les volumes sont plus bas aujourd'hui, donc c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir le vrai prix de l'immobilier puisque les volumes ont baissé, on le sait. On est en juin 2024, je crois. Donc, effectivement, les prix sont... il n'y a pas assez de matière. Mais c'est déjà un des premiers indicateurs, c'est vraiment l'écart entre l'ancien et le neuf sur un bien similaire. Et moi, j'aurais spontanément comparé le neuf avec le haut du marché. C'est le haut du marché. Le rénové, tu vois, l'ancien rénové. C'est évidemment le haut du marché, que ce soit
sur le logement lui-même comme sur la copropriété. Attention, il y a aussi la copropriété qui est neuve. Il n'y a pas que ton logement qui est neuf, c'est tout le bâtiment qui est neuf. Donc oui, c'est l'haut de gamme. Il faut comparer le neuf, les prix du neuf par rapport c'est les prix haut de gamme. D'accord? C'est la première des choses. Donc effectivement, mais le premier indicateur, c'est quand même le prix. Si les T2 à Angers que tu vois en moyenne sont à 140 000 euros dans l'ancien et que ce que tu vois chez un promoteur, c'est à 240 ou à 230, il y a un problème. Ça doit t'alerter. Même 200, il y a ouais, 200, mais si tu arrives sur des 180, si tu as 20% d'écart entre le neuf et l'ancien, ça reste toujours extrêmement raisonnable parce que je le rappelle, un bien dans l'ancien, prix net vendeur, tu as des frais d'agence, tu as des frais de notaire à 8% et puis tu as des travaux. Dans le neuf, tu as des frais de notaire à 2,5, voire même des frais de notaire qui sont offerts, toujours. Donc effectivement, quand tu n'as pas de frais de notaire, pas de travaux, ce que tu achètes, tu l'achètes vraiment ce prix-là. Ouais, et tu dis travaux, et comme tu disais précédemment, tu peux acheter un bien dans l'ancien qui est parfaitement rénové, mais il y a les travaux de copropriété éventuellement l'obsolescence qui, même rénové, peut être plus importante dans un bien dans l'ancien. Bien sûr, si ton bien est à 50 ans, 60 ans, évidemment. Donc, un des premiers conseils, c'est ça. Et puis ensuite, c'est de faire le différent. C'est, je te dirais, les promoteurs en lui-même, d'accord ? C'est quoi la réputation du promoteur, tu vois ? Attends, mais moi, j'avais pas fini sur les prix. Ah bah vas-y, sur les prix. Donc, 20%. Donc, ouais, 20-30%, ça reste raisonnable. 30%, voilà. Ça reste raisonnable ? Ouais, bien sûr. Donc la vraie bonne affaire, c'est 20%. La vraie bonne affaire, c'est parfois au même prix. Bon, ce qui est quand même assez rare, mais on arrive à avoir toujours, nous, du 10% d'écart. C'est notre travail de regarder les prix, de comparer les promotions, les opérations. Donc, si tu veux bien acheter dans le neuf, concrètement, moi, je vais être plus conservateur que toi. Il faut pas que ton prix d'achat dans le neuf dépasse 20% de plus que équivalent dans l'ancien. Voilà, tu peux te fixer ça. Et puis après, si c'est une opération exceptionnelle dans le neuf, avec, tu vois, vraiment très, très haut de gamme, style de promoteur type franco-suisse, Verica, qui sont des promoteurs qui font des choses qui sont très, très belles, avec de la pierre de taille et tout, etc. Tu as du neuf aux dernières normes en pierre de taille. Donc, à un moment, c'est toujours pareil. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais oui, je te dirais qu'un bon indicateur, c'est cette notion des 20% d'écart. Voilà. Et pourquoi, comme tu disais, elle est 20%, c'est bien parce que ça justifie effectivement le fait que, alors déjà, effectivement, on compare un prix total tout compris avec un prix net vendeur. Oui. Et donc, sur l'ancien, si tu rajoutes les frais, etc., en fait, tu vas te rendre compte que tu achètes ton neuf le même prix que ton ancien rénové. Travaux, si tu as un travaux à 5-10% du prix du bien de travaux, bon, bah, tu vois, tu as déjà fait avec les frais d'agence 3, 10% de travaux 13 et frais de notaire 8, déjà plus 23, plus 24% du valeur de ton bien, de ce que tu as acheté. Bon. Ce que je comprenais pas bien à l'époque, la première fois qu'on a eu notre conversation, c'est que, en fait, moi, je voyais, c'est plus cher, ça sert à rien. C'est basique. Ouais, bah oui, comme tout le monde, hein, voilà, bien sûr. Basique, le raisonnement. Et en fait, je voyais pas que, en fait, tu payes plus cher parce que t'as mieux. Bah oui. Alors, moi, je pense, peut-être pas mieux au sens esthétique, parce que ça dépend des goûts de chacun. Ça dépend des goûts de chacun, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, t'as mieux en termes de bâti, de normes énergétiques, de performance d'isolation phonique, thermique, etc. Et puis, effectivement, tu te passes de l'aléa travaux. Enfin, t'assumes pas le risque travaux. T'assumes pas le risque travaux. C'est vrai. Et c'est vraiment et ça peut vraiment changer la donne. Tu le sais, toi qui fais beaucoup de travaux de réhabilitation. T'es pas maître du budget, t'es pas maître de la qualité des travaux, sauf si tu commences à connaître. Mais effectivement, ça peut être vite une charge mentale qui est très très forte. Il y a une notion aussi de te débarrasser d'une charge mentale. Quand tu payes un service, quel qu'il soit, que ce soit ta garde d'enfant, des devoirs, etc. Oui, ça te coûte plus cher, mais c'est une charge mentale en moins, finalement, tu vois. Donc, c'est un confort, c'est un gain de temps ailleurs, sur autre chose. J'ai envie de dire, le neuf, l'ancien, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, mais l'absence de travaux de copro, l'absence de travaux dans ton logement, enfin, c'est un gain d'argent qui est quand même à sa part. Et c'est même un confort psychologique, mental, parce que les travaux, moi qu'en ai fait, toi qu'en as fait, c'est parfois vite, ça peut être oppressant, tant ça dure, tant c'est gênant. Moi, j'aime ça, les travaux, mais
trop, c'est trop. À un moment donné... Et puis, je pense que tu as eu suffisamment d'expérience et tu connais les artisans avec lesquels travailler, qui te font de la bonne qualité. Et puis, tu as du recul sur le chose. Ok, je sais que ça va être comme ça. Je sais que ça va peut-être prendre, tu te dis, ça va prendre 6 mois. Peut-être ça va en prendre 8 ou 10. Tu anticipes déjà le fait que ça sera plus long que prévu, etc. Désolée, on adore notre artisan. Je sais pas s'il va écouter, mais c'est vrai qu'il n'a jamais tenu ses délais. Ben voilà. Il le sait, on lui a déjà dit. C'est pas son point fort. Mais tu vois, alors, mon expérience n'a pas valeur de généralité. Non. Mais moi, ce qui nous a dépassé littéralement, c'est l'augmentation des prix des travaux. Ah oui. Et on a commencé à faire des travaux en 2021. Oui. Et pour moi, 2021 était l'année charnière où il n'y a pas encore eu massivement de répercussions du Covid sur le coût des matériaux. C'est plus venu fin 2021-2022. Oui. 2022, c'est l'explosion. Oui. Et là, on l'a subi encore. Et entre 2021, où moi j'ai commencé, alors je ne parle même pas des gens qui avaient fait de l'immobilier et des travaux avant, et aujourd'hui, 2024, pour moi, les travaux ont augmenté quasiment de 20%. T'as 20% de plus. Ok, moi j'allais te dire que je pensais que c'était encore plus important que ça. Ce qui te coûtait 1000, te coûte 1200, 1300 aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais peut-être que ça c'est mon expérience et peut-être que d'autres ont des augmentations et par matériaux et en fonction de la nature de tes travaux aussi. Bien sûr. Si tu refais de la peinture chez toi, la peinture a pas augmenté autant que les toitures par exemple ou ce genre de choses. Bien sûr, la maçonnerie ou ce genre de choses. Exactement. Mais ce qui est compliqué pour des investisseurs, c'est que du coup, il y a des projets qui deviennent plus rentables. Oui. Parce que, et nous, tu vois, on se pose la question en ce moment de faire une extension sur un de nos immeubles. Oui. Ça a été validé par l'urbanisme, donc le projet est là, on a fait travailler une architecte dessus, et on a un souci, parce qu'aujourd'hui, les devis nous présente des trucs à plus de 3 000 euros. Alors, le bâti est déjà... Enfin, le terrain est déjà acheté. Le terrain est déjà acheté, donc tu as 3 000 euros par mètre carré de construction. Plus de 3 000 euros de mètre carré de construction. Moi, au moment où j'ai commencé l'immobilier, on disait que du neuf de promoteur, bon après ils achètent en gros aussi, mais du neuf de promoteur, c'était à peu près 1 500 euros du mètre carré. Du quasi neuf de rénovation, c'était du coup à 1 200 à l'époque. Et là, on nous fait des devis à 3 000. Le prix du mètre carré dans notre zone, il est à 2 500. Le prix du mètre carré moyen. Qui te coûte 3 000. Donc aujourd'hui, on se dit, tant pis, on va perdre nos frais d'architecte. Après, on a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, pour valider notre projet, enfin, maintenant qu'il a été accepté par la mairie. Mais en réalité, on se dit, tant que les prix au mètre carré sont ceux-ci et qu'on trouve pas des devis moins chers, ce projet n'est pas viable. Il y a peu de chances que les prix baissent de tes travaux. Non, par contre, effectivement, mais en fait, je comprends ce que tu dis. Il faut voir avec d'autres entrepreneurs qui ont des structures plus petites, avec des coûts fixes qui n'ont pas besoin d'investissement, etc. Maintenant, il faut que tu ailles regarder ce que proposent d'autres gens. Notre artisan a une entreprise sous corps d'État, il a une grosse structure, etc. On va essayer de jouer là-dessus, mais ça se trouve, on n'y arrivera pas. Et du coup, en fait, l'extension, on peut plus la faire. Bien sûr. Mais ce qui fait qu'effectivement, cette charge-là, mentale, dans le neuf, tu l'as pas. Donc, effectivement, comparer ce qui est comparé à payer plus cher, un peu plus cher, oui. Mais on sait pourquoi on paye plus cher quand on a le logement qui est livré. Donc, effectivement, toi, tu vois, t'es sur une opération, t'as budgété les travaux, etc. Tu dis, finalement, je vais pas le faire, ce projet, parce que tu disais qu'il y a des opérations dans l'ancien qui deviennent plus rentables à cause des travaux, etc. Bon, c'est vrai que dans le neuf, au moins, tu sais tout de suite ta rentabilité et tu peux tirer le trait sur 15 ans, tu la connais. C'est un peu une autoroute, le neuf. Donc, il va rien se passer, il va y avoir des péages, et puis tu payes, et puis t'avances, voilà. L'ancien, il y a un peu plus d'aléatoire. Après, c'est une question aussi de qu'est-ce que tu veux. Toi, t'as le temps, t'aimes ça, de faire des projets de réhabilitation. Si c'est ton truc, si toi, t'es hyper bricoleur, t'es en campagne, je parle pas pour toi, Delphine, mais quelqu'un, et tu vois tel truc, tu dis, je suis capable de réhabiliter, ça me prend 1 an, 1 an et demi. Vas-y, fonce, si t'es à l'aise avec ça, bien sûr. Mais le Parisien, le Lyonnais, le Lillois, famille, cadre, hyperactif, etc., qui a pas le temps du tout de se débrouiller, qui a pas envie de bricoler le dimanche, il y a autre chose à faire, la vie est courte, il a envie de profiter de ses enfants, de ses loisirs, de sa chérie ou de son chéri. Lui, il va dans le neuf et c'est beaucoup plus simple, tu vois. Voilà. Autre chose sur le prix, la négociation. Tu vois, parce que pour bien acheter, probablement qu'on peut négocier. Alors
Du coup, je me dis, donc, vous aidez des familles et vous vous servez d'intermédiaire de négociation avec des promoteurs. Oui, parfois même, on peut réduire, on peut abaisser un petit peu nos frais de commercialisation, puisque quand un promoteur, ça c'est important pour les gens, je le rappelle, ou je l'avais pas dit lors de l'émission qu'on a enregistrée l'année dernière, mais effectivement, le promoteur, quand il va lancer une opération, il va créer ce qu'on appelle des frais de commercialisation. Ces frais de commercialisation sont la rémunération soit de ses équipes commerciales internes, soit des prescripteurs qui vont vendre pour lui, et des plaquettes, et de la communication sur Internet, et des affiches 4x3, etc. C'est un budget global. Donc nous, on perçoit, puisque il a des frais de commercialisation qui sont fixes, et pour tout le monde, c'est le même prix. Que tu l'achètes chez nous ou chez le promoteur, c'est la même chose. Nous, on a même parfois une marge de manœuvre supplémentaire. C'est que déjà, on va les négocier auprès du promoteur. Et voilà, notre client, il apporte tant de cash. Il est fiable. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu, faire une remise? Est-ce que tu peux m'offrir les frais de notaire pour mon client? Donc déjà, c'est des choses qu'on a en discussion et en fonction de volume. Il y a des promoteurs, nous, plus on vend, plus on a des remises. Donc, ils nous proposent des choses, on peut remiser. C'est une conjoncture, c'est un marché spécifique qui fait que tu peux obtenir des remises. Quand le marché est euphorique, tu baisses pas les prix. Vous en voulez pas, il y en a un autre derrière qui va l'acheter. C'est un peu comme chez le concessionnaire auto, en fait. Ouais, c'est un peu la même chose. Quand on véhicule, alors que ce soit de l'occasion ou du neuf d'ailleurs, mais quand globalement tout se vend à n'importe quel prix, vous avez pas de marge de manœuvre. Tu baisses pas, voilà, exactement. Donc il y a un élément de conjoncture et après effectivement. Et puis voilà, nous faut parfois, savoir que les gens peuvent négocier. On peut le faire parfois si on estime. Moi, ça m'est arrivé. J'estimais que les frais de commercialisation étaient vraiment très très élevés, parce que le promoteur avait besoin d'écouler du stock, qu'il avait fait une grille de prix où il avait mis des frais de commercialisation. Il pensait ça allait mettre plus longtemps à se vendre, donc il avait mis des frais de commercialisation plus longs. Nous, on n'a pas hésité à faire des bons d'achat cuisine ou des bons de meublés, notamment pour les investisseurs, où on leur propose des remises, mais sous forme de bons d'achat pour meubler leur logement, etc. Tu vois, donc on va négocier auprès des promoteurs. On peut obtenir des choses sur nos frais de commercialisation qu'on récupère. Pourquoi pas? Tu vois, ça se discute. Il y a des promoteurs, ils le refusent. Je leur dis, non, mais moi, j'ai pas besoin d'être rémunéré 7% de frais de commercialisation. Tu me mets que 5, et puis les 2%, tu les fais baisser. Ils disent, non, mais moi, mes frais de commercialisation, c'est comptable. Donc, je peux pas les changer juste pour toi. Qu'ils viennent par moi ou par toi, ça changera rien du tout. Pas avec donc, ça. Si tu veux l'assumer, toi, tu reprends tes frais de commercialisation, et puis tu feras un cadeau si tu as envie de faire un cadeau. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. On le fait, ça va dépendre du client et de nos marges de manœuvre. On n'hésite pas à le faire, mais c'est sûr que acheter avec nous, c'est nécessairement acheter au meilleur prix. En tous les cas, moi, plus je peux avoir de cadeaux, plus je peux avoir de remises pour mon client, mieux c'est, parce que déjà, ça va lui donner envie d'acheter. Donc, tant mieux. Et puis, je sais que pour lui, c'est un gain. Et donc, effectivement, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par-ci, par-là, ouais, c'est un vrai avantage. Voilà. Donc, contrairement qu'on peut le faire. Contrairement à ce qu'on peut croire, on peut négocier. Et peut-être que c'est plus facile de négocier des avantages ou directement une remise sur le prix. Que directement une remise, parce que les promoteurs, souvent, ils l'auront déjà fait, la remise sur le prix. Et puis après, ils vont faire ça va dépendre vraiment, c'est à la discussion. On a beaucoup plus de poids, nous, qu'un client. Je veux dire, quand on va voir, que j'ai dit, Nexity ou un promoteur qu'on connaît, local, etc., je veux dire, on a une force de frappe, on a un discours, et on est entre pros, là. On discute entre pros. C'est pas le client. Alors, moi, je veux acheter, tu vois, le promoteur, il a le logement à 300 000. Un peu comme moi, je veux quelque chose, moi, je veux l'acheter, je vous fais une offre à 270. Le promoteur, il dit, mais, pour qui il se prend? Pour qui vous prenez, allez-vous-en. Nous, on va pas être comme ça. On va arriver. Un peu comme l'avantage de passer par un courtier. Pareil pour son financement, parce que finalement, c'est on lui discute qui de pro à pro, directement. Quoi. Oui, on discute de pro à pro, et moi je vais dire, écoute, qu'est-ce que tu peux faire au maximum? J'ai parié en disant, moi je veux 270, et puis on va jouer à celui qui. Il va me dire, écoutez, mec, là-dessus, là, on peut pas, parce que l'opération, on n'est pas forcément rentable dessus, mais au max, on peut faire 5 000. Le reste, c'est à toi de te débrouiller pour voir ce que tu peux faire, toi, de l'autre côté, etc. Mais, donc, on va essayer de tirer au maximum le prix pour donner le meilleur, avoir le lot au meilleur prix, tu vois. Bon, voilà. Mais on fera pas des miracles. On va pas avoir un lot qui valait 300 000, on va pas l'avoir à 230. Ça n'existe pas. Tu me fais penser ça n'existe pas. Tu me fais penser à quelque chose. Le timing de commercialisation. Concrètement, est-ce que tu peux trouver une bonne affaire en début de commercialisation?
Bah oui, souvent tu vas avoir les meilleurs. Oui, tu vas souvent avoir les meilleurs prix en début de commercialisation. Ah bon? Oui. C'est marrant. Je pensais que c'était l'inverse. Eh ben non. Je s'appelle les queues de l'eau. En fait, non, parce que quand tu réalises un promoteur, donc il vend sur plan, le logement n'est pas encore construit, ce qui va lui permettre d'obtenir son financement, sa garantie financière d'achèvement et que la banque le suive. Bon, il faut qu'il ait des fonds propres, hein, évidemment, derrière, mais c'est le rythme de commercialisation. Donc, plus tu vends vite tes logements, plus tu as des contrats de réservation, plus tu vas obtenir rapidement ta garantie financière d'achèvement et la possibilité d'acter. Donc, en début d'opération, il y a des promoteurs qui font des vraies remises sur les lots. Et en fin de programme, en fonction des marges, admettons que tu dises cette opération-là, elle va me coûter 3 millions à construire, et si je vends tout au prix que j'ai fixé, je vais en avoir 5. Bon. Donc au début, tu fais pas mal de remises, puis à la fin, tu dis, là, j'ai plus les 2 millions que je pensais avoir de marge, mais je sais plus qu'il y a 800 000. Bon, tu vas pas faire des prix, parce que t'as plus rien, tu vois, t'as plus grand chose. Donc tu fais des prix au début, parce qu'il y a un enjeu de commercialiser le maximum. Et tu fais des prix à la fin quand le bien est déjà livré. C'est ça, et que t'as une belle queue de l'eau, un truc exposé énorme, un vrai jardin avec vue sur le parking. Delphine, je vais te donner un exemple. Mais pas forcément, parce que souvent, t'as les biens qui reviennent à la vente pour des raisons de financement, surtout en ce moment. Financement ou séparation, parce que séparation, et puis il y a des gens qui achètent, qui sont passés chez le notaire et qui revendent avant même que ce soit livré. Mais là, c'est plus le promoteur qui vend, c'est... T'as le droit de faire ça? Mais t'as le droit de faire ça, bien sûr. Attends, parce que c'est tu peux acheter sur plan. Comme à Dubaï, je crois d'ailleurs, tu peux acheter sur plan et revendre plus cher. J'avais rencontré des investisseurs à Dubaï. Ils nous expliquaient un petit peu le marché. Ils nous disaient, on est le seul endroit au monde où on peut acheter sur plan et revendre avant l'achèvement. Alors, ils disaient revendre plus cher avant l'achèvement, à mon avis, c'est ça qu'ils te disaient. Ok, d'accord. Parce qu'effectivement, tu peux le faire aussi en France. À partir du moment où tu actes chez le notaire, même si c'est livré dans 2 ans et demi, bon, t'es déjà propriétaire de ton bien. Si tu as envie de le revendre ensuite, en plus, tu vas le revendre avec des frais de notaire réduits, puisque le bien n'a pas été encore habité, rappelons-le. Pour avoir des frais de notaire réduits, il faut acheter un bien qui n'a jamais été habité par quelqu'un, qui que ce soit. Tu peux acheter des frais de notaire réduits si le bien a été construit il y a 1 an. Bon, s'il est là depuis 1 an à traîner, c'est peut-être pas forcément, il n'y a pas forcément des bonnes raisons, mais en tous les cas, effectivement, tu peux acheter sur plan et revendre avant la livraison de ton bien. C'est faisable. Voilà. Okay. C'est pas forcément très intéressant, mais... Non, parce que du coup, tu peux pas le revendre plus cher, tu es obligé de le revendre au même prix. Non, tu peux le revendre plus cher si tu as envie de le revendre plus cher. Si le marché... Avant l'achèvement Avant l'achèvement, oui, tu as le droit, bien sûr. Tu as le droit, ouais, totalement. Okay. Tu peux. Voilà, pas de contrainte particulière, tu es propriétaire de ton bien, peu importe qu'il soit pas encore construit. Voilà. Eh ben on m'a menti, alors on m'a dupé. Je sais pas, mais effectivement, l'idée c'est de pouvoir revendre plus cher à Dubaï, c'était ce qu'est le cas. Voilà. Oui, parce que c'est leur grand truc là-bas, comme ils construisent des tours et que ça met 3 ans. Il y a énormément de gens qui achètent dans le but de spéculer, peu importe si la tour elle est sortie de terre. Hein, donc, exactement, voilà. Et bon, après il faut faire attention. On en avait parlé un petit peu en off, parce que nous on a un partenaire là-dessus sur Dubaï, mais effectivement, quel sera le prix du mètre carré à Dubaï en 2030 ? Je ne sais pas. Mon partenaire, moi, il me dit qu'effectivement les choses évoluent, etc. Bon, bah écoutez, pour les investisseurs, mais c'est des normes très spécifiques. C'est pas notre sujet. Effectivement. Non, mais pourquoi on a digressé là-dessus, c'est parce que tu me disais qu'effectivement, en cours de soit de commercialisation, soit même de construction, les meilleurs prix. Il y a des lots qui reviennent. Bien sûr, pour tout un tas de raisons de vie. Parce que souvent pas finançable. C'est-à-dire que tu vois, un promoteur, parfois, il va traîner un dossier. Tu as réservé un contrat. On va bien expliquer comment ça marche dans le 9, mais tu signes un contrat de réservation. Donc le promoteur te réserve le bien et te dit, maintenant, t'as plus qu'à aller chercher un financement. Ok. Il y a les promoteurs qui sont gentils, ou attendent 3 mois, 4 mois, 5 mois, avant que la personne ait son financement. Bon, à un moment, ils vont dire, on t'a signé le contrat de réservation, elle est où l'offre de prêt, tu vois? Et surtout en ce moment, un petit peu plus. Mais bon, tu vois, 5 mois plus tard, le bien revient à la vente, en fait. Ouais. Et t'arrives, c'est livré dans 6 mois, en fait. Mais c'est pas que le bien est moins bien et que personne n'en voulait. C'est juste que c'est la personne qui l'a réservé, elle a mis un temps monstre avant de se faire financer, et puis elle a pas réussi à se faire financer, ce qui arrive aussi. Ouais, moi, je pensais vraiment aux biens qui sont commercialisés alors même que on n'est pas loin, tu vois, on est à moins d'1 an de l'achèvement ou à moins de 6 mois de l'achèvement des travaux. Bien sûr. Et Non, en fait, ça va dépendre. Tu sais, tu as des secteurs, si le foncier est hyper bon, hyper attractif, il n'y a pas beaucoup de neuf dans le secteur, ça va se vendre très vite.
T'as des opérations qui se commercialisent en 6 mois, t'en as qui mettent 1 an et demi, enfin bon. Il y a très longtemps, j'ai des amis qui avaient acheté dans le neuf et à l'époque, ils m'avaient dit, mais en fait, il faut faire la queue sur les jours d'ouverture, dans les petits bureaux des promoteurs pour être là sur des opérations. T'as encore ça sur certains secteurs, hein. Tu peux retrouver ça. Demain, t'as un programme neuf qui se lance en plein cœur de Lyon. C'est possible que t'aies de la queue pour réserver en tous les cas les meilleurs lots, celui qui veut le 2 pièces, exposé sud, etc. Oui. Avec le rooftop. Avec le rooftop, etc. Alors ça, c'est vrai que nous, on vend aussi, on commercialise pas mal de biens d'exception parce que dans le neuf, tu as des choses qui n'existent pas dans l'ancien. Ouais. C'est-à-dire, comme tu le disais, des rooftops. C'est-à-dire d'avoir des terrasses de 50 mètres carrés. Aujourd'hui, pour avoir une terrasse de 50 mètres carrés dans un appartement dans l'ancien, accroche-toi. Ouais. Dans le neuf, tu as ce genre de choses. Et en plus, tes prix au mètre carré sont souvent assez raisonnables parce que ce sont des grandes surfaces et que finalement, la terrasse, tu la pondères et tu as des prix au mètre carré qui sont assez cohérents. Donc, le neuf, tu peux avoir des super appartes avec terrasse immense. Il y en a qui se font plaisir et promoteurs qui font plaisir avec des rooftops de 50, 100 mètres carrés au dernier étage ou des duplex, etc. Chose que tu n'as pas dans l'ancien. Donc, plutôt début de commercialisation. Ouais, plutôt début de commercialisation, c'est là où tu vas avoir les meilleurs prix. Mais encore une fois, tu sais, tout ça, c'est une politique du promoteur, du directeur de programme. Des directeurs de programme vont dire tout de suite, on va faire des prix comme ça, on lance très vite la commercialisation, parce que la majorité des cas. Et puis il y en a qui vont me dire non. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, c'est un marché avec des acteurs et ces acteurs font le marché en fonction de leur. Mais est-ce que ça dépend pas du projet du coup? Par exemple, si c'est si c'est un projet à 180 lots, tu vas me dire c'est beaucoup, il y en a pas beaucoup et c'est très je me rends pas compte. Il faut faire des prix au démarrage en tous les cas parce que mais donc, si c'est 180 plus il y a de lots sur la si c'est 180 lots à tu vois à Clichy aux portes de Paris avec un prix raisonnable bon, ça va partir comme des petits pains, tu vois. Il y a quand même des secteurs encore où ça part comme des petits pains, où là, ça fera la queue. Je te le dis vraiment, hein, pour le coup, pour acheter du neuf. Et encore plus quand t'as des prêts à taux zéro, des offres, etc. Parce que les gens sont au fait comme de ces choses-là. Arriver à avoir un prêt à taux zéro aujourd'hui sur la moitié de ton financement pour certains, bah tu fais la bulle de vente, tu sais que l'opération se lance, t'as envie de vivre à Clichy ou à Asnières, l'opération se lance, c'est de faire des T3, des T4 à 400 000 avec 100 000 euros de prêt à taux zéro, 120 000, 130 000. Il y a des gens qui vont faire la queue. Toujours, malgré la conjoncture qui est moins favorable. Voilà, on est milieu d'année 2024. Bon, bah voilà, la conjoncture est un peu moins bonne, mais il n'empêche que ça reprend. Moins bonne qu'il y a 3 ans, mais elle est meilleure qu'il y a 6 mois. Oui, exactement. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres critères à regarder pour faire des bonnes affaires dans le neuf? Bah alors, est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires sur des bons emplacements? Ouais, tu peux faire. Oui, parce que si tu as sur le secteur que de l'immobilier ancien, un peu vieux, pas très joli, ton programme neuf, il va sortir du haut du panier. Ça sera peut-être la meilleure résidence du secteur. Voilà, parce qu'il faut sortir de la tête qu'il y a. Donc là, alors, ça dépend ce que tu appelles une bonne affaire, mais concrètement, là, tu vas peut-être être sur des projets qui sont plutôt plus 40, plus 45, voire peut-être même plus 50% par rapport à Par rapport au prix de l'ancien, pas forcément. Pas forcément. Mais pas forcément ça. Encore une fois, c'est une politique du promoteur. C'est juste que dans le secteur, t'as que l'ancien, pas très joli, avec beaucoup de travaux, etc. Toi, t'as un logement neuf aux dernières normes, qui a quand même des chances déjà que tu le loues. Bon, tu vas le louer hyper facilement, mais que quand tu le revendras dans 10-15 ans, ça sera c'est déjà le haut du panier et ça sera toujours le haut du panier derrière. Une bonne affaire, ce qu'il faut, c'est surtout regarder la qualité de l'opération. C'est-à-dire que une bonne affaire, c'est un super prix, mais le promoteur est nul. Bon, bah, tu vas peut-être pas forcément sortir un très beau logement. Tu vois ce que je veux dire? Si le promoteur est nul. Bah, si le promoteur est nul, entre guillemets. C'est pas qu'il est nul, mais c'est ses prestations, ce qu'il propose en termes de construction, etc., est moins joli et moins quali que d'autres promoteurs. Il y a des promoteurs qui font des choses avec des superbes finitions. Tu vois, où c'est beau, où t'as pas Et quand tu le vois, ça, quand t'es sur plan, ça reste du dessin, ça reste du dessin d'architecte. Ça, tu le vois pas, tu le sais, en fait. Tu le sais parce que tu connais les promoteurs et tu connais la qualité de leur travail, en fait. Un petit promoteur qui fait une opération par an, bon, aujourd'hui, il y en a plus beaucoup déjà parce que il y a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Voilà. Mais t'as les promoteurs qui vont, regarde, je vais te donner un exemple. Un petit promoteur, c'est quoi? C'est une dizaine d'opérations par an? Ouais, c'est ça, une dizaine d'opérations par an. Et puis, t'as des promoteurs qui faisaient 1 ou 2 opérations par an. Mais, tu vois, ça va être plutôt dans la qualité
perçu du produit. Je veux dire, c'est comme toi quand tu visites tous les immeubles qui existent, c'est des immeubles qui ont été faits par des promoteurs. Je veux dire, c'est pas une personne qui a fait un immeuble à Paris de 10 étages, etc. Tu vois bien quand même que entre des immeubles en pierre de taille ou des superbes finitions, etc., c'est pas la même chose qu'un autre immeuble à côté. Le prix au mètre carré sera pas le même. Et pourtant, c'est deux promoteurs qui ont fait l'immeuble. C'est même pas une question de période, parce que tu as des immeubles des années 40 qui sont toujours en pierre de taille, et tu avais des immeubles des années 40 pas en pierre de taille, pas très jolis, etc. Donc la qualité du promoteur, ça compte quand même beaucoup, sans sortir de la bonne affaire, mais c'est d'acheter un bon projet, un bon produit. La qualité, elle reste dans le temps. Elle se voit quand c'est qualitatif, ça sera qualitatif dans 10 ans, 15 ans. Toujours plus que quelque chose qui a été moins bien fait. Donc le choix du promoteur, il est important. Et ça, tu peux pas le voir. Tu peux regarder des avis Google. Mais tu sais ça, je veux dire, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, oui, j'ai regardé Vinci Immobilier, les avis sont pas bons, etc. Bon, Vinci Immobilier, c'est un groupe coté, 40, ils produisent des milliers de logements chaque année. Il est évident que si tu regardes sur Google, tu vas avoir des avis moins bons. Donc c'est compliqué. Comme quand tu regardes les avis sur les... Enfin, il y a plein de trucs où tu vas avoir que les mauvais avis. Et ben je lui ai montré, j'ai tapé avis Mercedes. En France. Voilà. Mais tu vois, voiture, j'ai tapé avis Mercedes, 0,5 étoiles sur Trustpilot. Sur 5. Bon, Mercedes, a priori, c'est quand même des bonnes voitures. Donc, Vinci, c'est un peu la même chose. T'as un peu de tout, tu vois. Donc, regardez les avis. Non, c'est plutôt nous qui avons l'habitude de commercialiser, d'avoir fait des livraisons, qui savons quels sont les promoteurs qui font des bonnes opérations. Voilà. Et puis après, on sonde, on pose des questions aux promoteurs. Donnez-moi des photos, des exemples de ce que vous avez déjà réalisé. Il y a une corrélation quand même entre l'emplacement et le niveau de qualité. Ouais. Parce que, tu vois... Oui. Tu fais un programme à Paris. Oui. Tu fais un programme à Dijon, ouais, je pense que tu fasses un peu moins bien. Et encore, il y a probablement des programmes à Dijon qui sont bien mieux que certains programmes en région parisienne. Oui. Et en région parisienne, il y a région parisienne et région parisienne. Exactement. Donc, c'est sûr que même en étant proche Paris, le Kremlin-Bicêtre, ça fait on va tant qu'on attend que que certaines personnes attendent que ça se gentrifie et on pariait sur cette zone qui est accessible en métro, etc. C'est toujours pas c'est toujours pas le nouveau quartier bobo, hein. Non, donc effectivement la différence de Clichy qui s'est un peu plus gentrifié ou de Saint-Ouen qui s'est un petit peu plus gentrifié. Après Saint-Ouen c'est gentrifié. Bon, ça fait 5 ans que je suis partie de Paris, mais bon, moi Saint-Ouen j'en entends malheureusement beaucoup parler aux infos. Saint-Ouen encore, ouais, Saint-Ouen non, parce que quand même beaucoup de neufs qui ont été construits sur les bords de Seine. Après c'est toujours pareil. Il se trouve qu'à Saint-Ouen, il peut y avoir toujours des endroits où où ça craint un petit peu et il y a toujours des débordements, mais la majorité de la ville, il y a beaucoup de neufs qui ont été construits. En tout cas, ça a pris de la valeur dans le temps. Donc il y a aussi un secteur, tu vois. Il y a quand tu veux faire une bonne affaire, mais c'est en immobilier global, c'est aussi quelle est la potentialité du secteur de s'améliorer, l'arrivée de nouvelles lignes de transport. Projet d'urbanisme global de la ville, ils refont toute la ZAC et sur cette ZAC on regarde en détail c'est quoi qui va être construit. Il va y avoir une crèche, il va y avoir un centre sportif, il va y avoir une maison médicale, il va y avoir une maison de retraite, il va y avoir une résidence service senior, il va y avoir des commerces et il va y avoir des logements tout autour et 20% de sociaux, mais le reste ça va être que du logement en accession à la propriété classique, etc. Donc tu vas être capable de regarder aussi c'est quoi le devenir d'un secteur, d'une ville, et quand tu as des ZAC ou des secteurs entiers qui sont en train d'être complètement réhabilités, changés, t'es sur tes premiers mètres carrés qui sont raisonnables, y compris dans le neuf, il y a fortement de chances que ça soit un potentiel plus élevé. Après, tu as des secteurs, et je sais pas rentrer dans les jeux de politique, etc., mais si tu as déjà 50% de social, 60% de social, il restera 50-60% de social dans 10-15 ans. Ouais. Et donc, effectivement, ça va pas forcément avoir de la plus-value, etc. Donc, après, il faut raisonner investisseur, mais il y a des grands projets de transformation de la ville qui font qu'effectivement, la ville, elle va prendre de la valeur. Et donc, que toi, ton projet neuf aux dernières normes, au DPE, AOB, il y a des chances que dans 15 ans, quand tu le revendes, ils se revendent bien et même parfois avec des plus-values. Tous les gens qui ont dit il n'y a pas de plus-value dans le neuf, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Alors, il y a des plus-values. Parce que il y a des stratégies d'investisseurs qui reposent sur les plus-values. Non, mais il y a des plus-values dans le neuf. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de plus-value dans le neuf. Il y a plein de prix. Je veux dire, quelqu'un qui a acheté à Clichy dans le neuf en 2014, il n'a pas acheté, là ça se revend 6 000 du mètre, il l'a acheté peut-être 4 000 du mètre dans le neuf. Alors tu vas me dire, oui, dans l'ancien, il l'aura acheté 3 000. Ouais, peut-être, mais
tout cas, il y a des plus-values qui sont réalisables dans le neuf. Et dans l'ancien, peut-être qu'il aurait eu des travaux de copro dans tous les sens, etc., qu'on fait que finalement, au bout du compte, ça lui aurait coûté plus cher son bien. Mais il y a des plus-values qui se font dans le neuf aussi, également. Maintenant, te dire aujourd'hui des plus-values sur dans 10 ans, 15 ans, je suis pas Madame Irma, je ne peux pas dire quel sera le prix du marché globalement, dans 10, 15 ans. Vous orientez pas vos clients vers des stratégies de plus-value? Si. Ok. Ça arrive. Si. Il y en a, vous disiez sur ce truc-là, vraiment, ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire parce que ça se développe on n'est jamais sur le bassin. mais il y a un truc à faire. Je dis toujours à mes clients, je ne suis pas Madame Irma, mais je prends en compte beaucoup de critères qui me font me dire que le secteur, il y a des chances qu'il se potentialise parce que il y a tel et tel projet de transport, d'entreprise qui s'installe, de volonté politique de faire en sorte que la ville se transforme. Voilà. Et puis il y a des villes où ça se transforme. Mais après, t'es pas maître de ça. Je veux dire, quand tu vois Nantes aujourd'hui, effectivement, qui a des problèmes de gestion de sa ville, etc. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, tu disais Nantes, c'est un truc qui va être super. Donc on n'est pas maître des choix politiques, etc. Des secteurs. Mais après, c'est regarder la volonté du maire, du territoire, de développer le secteur, de développer le territoire, etc. Aujourd'hui, il y a un secteur qui marche très bien, on en a peut-être parlé, c'est le bassin genevois, effectivement, qui est frontalier de la Suisse avec des Genève, gens... Ouais, Genève, tout le bassin genevois. Je veux dire, t'as pas assez d'offres, et t'as une demande qui est très forte, et avec des gens qui ont un vrai pouvoir d'achat, etc. Et là, ils ne recherchent que du neuf, parce que l'ancien, là-bas, t'as de l'ancien qui est vraiment abîmé, vieillot, etc. Ou alors t'as des chalets qui sont superbes et tout magnifiques, mais bon, tu fais pas une résidence et tu loges pas les gens dans un chalet, sauf une famille ou tu vois. Donc effectivement, il y a des secteurs qui prennent de la valeur avec des potentialités de plus-value. C'est des choses que l'on regarde, on compare, on a des données qu'on affine, on développe un algorithme là qui va être à mon avis sur lequel on travaille depuis quelques semaines, etc. Qui va être j'ai presque envie de dire faire en sorte que l'investir, c'est de la science. Et donc, avec mon algorithme, je te dis si ça, c'est bon, pas bon, et si ça, c'est topissime, c'est que c'est topissime parce que l'algorithme me l'a dit. Tu vois. Parce qu'en fonction de la ville, du nombre de logements, des gens qui arrivent sur le secteur, du prix du bien par rapport à l'ancien, etc., on va mettre tout un tas de données qui nous permettent de dire, bon, ça, on sait, je ne promets pas, hein, mais je sais qu'effectivement, il y a 95% de chances que, effectivement, on aille chercher de la plus-value sur le plus long terme là-dessus. Voilà. Donc, en résumé, on essaie de se rapprocher ou d'être en dessous des 20% de prix on surveille ce premier indicateur, par rapport à l'ancien. Oui. On se situe plutôt en début de commercialisation. Oui, donc à faire pour avoir les meilleurs lots déjà. Ses chances. Après, le reste, c'est de la chance et du hasard et c'est du timing. Hasard, bien sûr. Emplacement, on choisit. Non, l'autre c'était la qualité du promoteur et qualité la qualité du promoteur, projet. Définition du projet, exactement. Ouais, la résidence de 50 logements est toujours préférable à une résidence de 195 logements, clairement. Et puis des bonnes finitions, c'est préférable parce que ça se verra dans le temps. Donc c'est intéressant, tu vois. Donc c'est quoi tu dis 50 logements, c'est petite, moyenne copropriété, 175, c'est une barre HLM. Hein. C'est une barre HLM, voilà. Après, si c'est 4 résidences de 50 logements bien faites, avec un parc au milieu et tout, c'est super intéressant. Il y a des super projets dans le neuf, c'est vraiment bien fait, un petit parc arboré et tout. Pensons à ça, parce que ça compte aussi derrière sur la qualité de vie. C'est pas l'immeuble coincé au milieu de plusieurs immeubles sur une rue, une artère principale. C'est souvent, ça va être un petit parc clos, arboré, avec des logements, une petite résidence, etc. Ça compte aussi, voilà. Mais effectivement, le mieux vaut une petite copro, c'est toujours plus sympa, ça se vend toujours mieux une petite copro qu'une très grosse copro de 300 logements. Ça fait moins rêver sur le papier. Ça fait moins rêver, on maîtrise moins les charges, les coûts, il y a une certaine complexité à la grosse copro. On l'a vu avec quand il y a eu des grosses augmentations énergétiques, que les boucliers tarifaires ne protégeaient pas les grosses copros. Mon compagnon qui a des biens au Havre dans des grosses copros, il a vu ses frais de copropriété multiplié par 3. C'est fou. Mais on voyait ça aux infos à l'époque, des gens qui avaient coupé le chauffage, 5 000 etc. euros d'électricité au lieu de 1000 quand le bouclier tarifaire est parti. Oui, c'était du délire, mais en même temps, ils n'avaient pas le choix, ils n'étaient pas protégés, et il y a de la consommation. Alors, sauf à pas chauffer, mais effectivement, si tu es sur une copropriété en plus mais ancienne... Mais la plupart de ces copropriétés-là, on limitait et on dit, nous, on baisse de 2 ou 3 degrés. Oui. Le chauffage, pour le bien de tout le monde. Désolé ceux qui ont envie de se chauffer, mais pour le bien de tout le monde. Mais c'était quand même, ça résolvait pas le problème. Ça résolvait pas le problème. La solution,
du neuf en RT 2012 ou en RE 2020. Tu vois. Donc oui, effectivement, le critère du promoteur est important. Émeric, si on veut faire appel à toi, Papillon Patrimoine. Voilà, Papillon FR. Voilà, on tape Papillon Patrimoine sur Google. Voilà, sur Google. On peut même te contacter sur LinkedIn, même si c'est probablement plus rapide d'ailleurs d'avoir un retour si on tape mais sur papillonpatrimoine.fr, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui s'y connectent. Encore une fois, il y a beaucoup de simulateurs, beaucoup de données. Il n'y a pas de catalogue de biens parce que c'est pas notre projet, notre ADN. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire. Nous, des promoteurs, on en a 150 en direct. Donc, t'inquiète pas, on saura tout trouver, que tu veuilles acheter des résidences principales ou investir le meilleur des projets en négociant le mieux possible et surtout t'accompagner sur tous les points d'étape parce qu'il y a beaucoup de points d'étape. Que ce soit la recherche du bien, mais après le financement, la livraison, la relation avec le promoteur, les appels de fonds, même toutes ces fameuses simulations, y a quand même, parce que la partie finalement financement sur le neuf, elle est riche et complexe. Oui. Et donc, il y a une vraie expertise il y a une vraie expertise. Parce que effectivement, c'est pas la même chose que l'ancien. Voilà. Non, c'est différent. En fait, il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup d'avantages. Bien sûr, TVA réduite, prêt au zéro, il y a beaucoup de conditions, effectivement, mais les banques aiment bien le neuf, de manière générale, ça très clairement. Elles financent assez facilement du neuf. Mais oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir. À quoi tu as le droit, quelles sont les remises possibles, etc. Enfin, tu vois, lâcher dans la nature, acheter du neuf, c'est extrêmement compliqué. Il y en a qui arrivent. Mais bon, faut que tu ailles à la bulle de vente et que tu es en contact parce que le promoteur, ce qu'il te dit, il te dira toujours que son opération est la meilleure. Nous, on a un peu plus de recul, on voit tous les projets. Et on peut dire, tiens, là, le top, c'est ça. En plus, voilà, le top, c'est ça et c'est pas ça. Faut pas oublier que la plupart des gens aussi qui achètent le neuf, c'est aussi pour une certaine forme de tranquillité. C'est pas pour finalement aller se taper 15 rendez-vous avec 15 promoteurs différents et toutes les négociations. Alors, lui, il a dit ça, mais lui, il a dit ça. Et puis, on va reposer des questions à lui. Mais du coup, on sait plus à qui on fait confiance. Alors, lui, il m'inspirait pas confiance. Et lui, il m'inspirait confiance. Mais il faut avoir confiance parce que tu achètes un bien qui n'existe pas encore. Bon, après, les biens ils ont tous été vendus et ils n'existaient pas encore. Tu vois, peu de promoteurs peuvent assumer la construction d'un bâtiment et dire, voilà, allez-y, foncez maintenant. Vous n'avez plus qu'à visiter et acheter. Donc effectivement, il y a beaucoup de critères qui entraînent de compte, beaucoup de questionnements aussi de la part du client. Donc on est là pour y répondre à toutes ces questions-là. Répondre à tout ça, c'est le conforter et lui dire ok banco, ça c'est bien. Voilà. Il reste maître de son stylo. Maintenant on signe par téléphone et par ordinateur, mais l'idée c'est de le conforter et de lui donner les meilleurs conseils possibles. Voilà. Et lui dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi je suis capable de lui dire ça quand tu l'achètes à ce prix-là. C'est une bonne chose, crois-moi. C'est pas parce que je sais que c'est bien vendu, que c'est pas cher et que tu as eu des bonnes remises. Et je sais que tu seras bien dedans pour telle et telle raison. Même expliquer à un client sur un bien comment il est situé dans la résidence par rapport au plan de masse, etc. C'est pas si simple que ça. Et notre travail, c'est de le faire et d'expliquer en détail, lui donner tous les éléments et puis lui donner du choix. Voilà, ça c'est très important. Donc papillonpatrimoine.fr évidemment. Papillonpatrimoine.fr. Merci beaucoup, Émeric. Merci Delphine. À bientôt.